Sim Apollo, bonjour. L'objectif de cette vidéo est de vous présenter le déroulement d'une mission Apollo, son scénario, à savoir les différentes étapes qui amènent la fusée depuis la Terre vers la Lune et ensuite de la Lune vers la Terre. L'idée est ici de détailler les différentes étapes du vol Apollo, les différents moments clés et importants lors de la mission. Je vais utiliser ici une vidéo YouTube en provenance de la chaîne Resferino Orbiter Filmmaker. Cette vidéo utilise l'add-on AMSO, l'autre add-on d'Orbiter qui permet de faire des missions Apollo et qui a effectivement un rendu qui est meilleur que celui de NASSP. L'inconvénient d'AMSO étant de ne pas permettre de piloter totalement le module de commande. Et donc le déroulement des missions dans AMSO est relativement simplifié par rapport à ce qu'on trouve dans NASSP. Je n'exclus pas d'ailleurs d'utiliser les deux simulateurs, mais pour l'instant je me concentrerai davantage sur NASSP. Quoi qu'il en soit, pour détailler la mission, on va voir ici une simulation de la mission Apollo 20 qui avait été déprogrammée en 1970, qui n'a donc jamais eu lieu, mais qui avait été bel et bien prévue par la NASA. Et c'est une mission qui doit atterrir à proximité du cratère Tycho qu'on voit ici, là. Bien, eh bien, voyons le déroulé de la mission. Donc nous sommes à Cap Canaveral. La fusée est sur le pas de tir, prête à partir. Tout un tas d'opérations ont été conduites préalablement. La fusée a été configurée. Et là, on est à quelques secondes du départ. Les bras qui connectent la fusée à la tour sont en train de s'écarter doucement. Donc, comme on peut le voir, effectivement, NASSP donne un rendu très précis, en particulier de la tour de lancement, mais aussi du lanceur lui-même. Les images sont effectivement très très belles. Et voilà, les moteurs s'allument. Les moteurs du premier étage. Et la fusée décolle. Le premier étage, S1C, pousse quasiment verticalement la fusée. Au bout de 2 minutes 30 environ, le premier étage est largué, puis l'anneau séparateur, l'entretoise, et la tour d'éjection. Donc la première phase de vol est terminée. Environ 8 minutes plus tard, le deuxième étage, S2, est lui-même largué, et la fusée se met sur orbite. Voilà, une orbite circulaire qui a été assurée par le troisième étage S4B. L'étage est ensuite rallumé une deuxième fois pour produire la Translunar Injection. Alors déjà, ce qu'on constate, c'est que la fusée s'éloigne assez rapidement. Et voilà, on voit la trajectoire, donc une trajectoire elliptique qui nous conduit vers la Lune. Ensuite, le module de service et de commande est lui-même éjecté. Il se retourne. C'est probablement la manœuvre la plus délicate de la mission si l'on nommait l'atterrissage avec le LEM. On récupère le LEM qui est encore attaché à l'étage S4B. Et puis le LEM est extrait. L'étage S4B ne sert plus à rien.
son moteur va être rallumé une troisième fois. Je vais faire pause sur la vidéo. On voit donc l'orbite elliptique qui amène la fusée, enfin ce qui reste de l'Apollo 20 sur l'orbite, à proximité de l'orbite lunaire. Et la Lune, elle, pendant le voyage, va se déplacer. Donc la Lune qui est ici va se déplacer. Et en fait, les deux vont arriver en même temps, au même point. Et donc, naturellement, Apollo 20 va être attiré par la gravité de la Lune lorsqu'elle va s'approcher de celle-ci. Reprenons la simulation. Voilà, on est en approche de la Lune. Maintenant, alors c'est l'exception à ce que j'avais dit jusqu'à présent, à savoir que toutes les orbites sont elliptiques. Dans ce cas précis, à ce moment-là, l'orbite du point de vue de la Lune n'est pas une orbite elliptique, c'est une orbite à vitesse de libération, donc probablement une hyperbole, qui ferait que la fusée Apollo 20 ne resterait pas en orbite autour de la Lune, mais repartirait. Alors fort probablement, là on fait complètement abstraction de l'attraction terrestre, hein, fort probablement cette orbite retournerait assez naturellement vers la Terre. C'est-à-dire que sortie de l'influence gravitationnelle de la Lune, l'influence gravitationnelle de la Terre reprendrait le dessus et on obtiendrait de nouveau une orbite elliptique autour de la Terre. Et à ce niveau-là, au plus proche ici de la Lune, les astronautes vont effectuer un freinage qui va réduire l'apoapsis de notre orbite et donc mettre Apollo 20 en orbite autour de la Lune. C'est ça la prochaine étape de cette navigation. Évidemment, on est largement en accéléré ici. Le freinage va avoir lieu. Voilà. Et l'orbite va se circulariser, va se fermer, devrais-je dire, autour de la Lune. Donc, Apollo 20 est maintenant en orbite autour de la Lune. Voici Tycho. Voilà, nous avons l'orbite d'Apollo 20. Alors vous remarquez qu'elle n'est pas complètement circulaire, légèrement elliptique. Ensuite, le LEM se détache. À ce moment, nous avons un seul astronaute à l'intérieur du CSM et deux astronautes à l'intérieur du LEM. Alors, l'astronaute restant ici, c'est le pilote du module de commande. Et dans le LEM, nous avons le commandant de la mission et le pilote du module lunaire. En réalité, le pilote du module lunaire ne pilote pas le module lunaire, c'est bien le commandant de la mission qui va le piloter. Le pilote du module lunaire n'est qu'un assistant qui va lire tous les affichages et donner des informations au commandant pendant qu'il est en train de piloter. Sachez aussi que le pilotage est automatique quasiment jusqu'au sol. Ça n'est qu'au dernier moment que le commandant va prendre le contrôle du module lunaire pour choisir de façon précise le point d'atterrissage pour éviter qu'un automatisme n'envoie le LEM dans un cratère, ne le pose sur une partie inclinée, un sol incliné et évite un basculement du LEM. Donc le LEM effectue un freinage qui va donner une orbite qui intercepte la surface lunaire et donc ramener le LEM au sol. Voilà, le LEM commence à s'incliner fortement.
Et là, le pilotage est manuel. On arrive au sol. Le commandant choisit le lieu d'atterrissage. Par exemple, évite la pierre qu'on a vue sur l'image précédente. Et atterrit. Là, nous sommes dans des parties qui sont simulées par AMSO aussi et qui ne sont pas simulées par NASSP. C'est-à-dire qu'avec AMSO, on peut effectuer les EVA et même piloter le rover, etc. Ce qui n'est pas possible avec NASSP. Voilà, les astronautes déplient le rover. Et les voilà partis. Alors, ils vont récupérer le robot Surveyor 7. Donc, la génération des Surveilleurs était des sondes qui avaient été envoyées par les Américains préalablement aux missions Apollo pour récupérer des informations sur le sol lunaire. Et lors de la mission Apollo 12, il me semble, les astronautes avaient fait en sorte d'atterrir à proximité d'un surveilleur et récupérer en particulier une caméra et quelques objets pour faire de la science avec. Visiblement, la mission Apollo 20 prévoyait aussi de récupérer une de ces sondes. Enfin, on ne récupérait pas la sonde intégralement, mais plutôt quelques objets sur cette sonde. Donc, le LEM a décollé, il accélère pour se mettre en orbite. L'objectif là est d'avoir une orbite synchrone avec le CSM. Et donc, les deux vaisseaux vont se retrouver. Et le LEM accoste sur le CSM. Les deux astronautes reviennent dans le CSM. Le CSM est ensuite largué. Il est projeté vers la Lune. Le LEM est largué et projeté sur la Lune. Et le CSM produit une orbite d'échappement de la Lune pour revenir sur Terre. Si on compte, le moteur du CSM a été allumé un certain nombre de fois. Alors, il n'a pas été allumé pour la Translunar Injection qui a été opérée par l'étage S4B. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais on a d'abord effectué la Translunar Injection avec le moteur S4B parce qu'on avait besoin d'un moteur puissant pour quitter l'orbite terrestre. Une fois que ça a été fait, le LEM a été récupéré, le CSM a été séparé, le LEM a été récupéré, et pendant le voyage vers la Lune, on effectue en général quelques corrections. Elles ne sont pas forcément nombreuses, mais on effectue 2 ou 3 allumages du moteur du CSM. Ensuite, disons 3. Ensuite, on fait un 4e allumage pour se mettre en orbite autour de la Lune. Là, on vient de faire un 5e allumage pour retourner sur Terre. Et on va faire peut-être encore 2 ou 3. Donc ça va nous amener à peut-être 8 allumages du moteur du CSM. Le moteur s'appelle le SPS. Pour nous ramener vers la Terre et faire quelques corrections de trajectoire. En particulier, la trajectoire de retour sur Terre doit être extrêmement précise, de façon à ce que le module de commande rentre avec le bon angle dans l'atmosphère terrestre. Donc on peut faire presque 10 allumages
du SPS, du moteur du CSM, pour effectuer toute la mission. Donc il faut bien prendre conscience que ce moteur-là est vraiment destiné à être rallumé plusieurs fois. Je vous rappelle que les 5 moteurs du premier étage n'ont été allumés qu'une seule fois. Le moteur du deuxième étage n'a été allumé qu'une seule fois. Et le moteur du troisième étage, lui, a été allumé à 2 reprises. Il a permis de terminer la mise en orbite du vaisseau Apollo, et ensuite il a assuré la Translunar Injection. Donc en fait, rallumer un moteur, c'est quelque chose d'assez rare, sauf dans le cas du SPS, qui est rallumé vraiment fréquemment. Juste avant d'arriver à proximité de l'atmosphère terrestre, le module de commande est largué. En balistique, donc c'est pour ça qu'il faut que la trajectoire soit précise, il va terminer son approche vers la Terre, rentrer dans l'atmosphère avec un angle très précis, et ensuite amérir sous parachute. Et c'est ainsi que se termine la mission. Voilà, donc on a vu le détail de la mission Apollo 20 et toutes les étapes de son déroulement. Sim Apollo, à bientôt.